On va pouvoir Merci. passer, si vous voulez bien, à la présentation de données par Emmanuel Trouvé, c'est moi Nicolas, c'est son neveu, sur les activités en imagerie SAR et GPR holistique. Emmanuel, je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup, Laurent, pour l'introduction et pour l'invitation du Listic à cette matinée au sein du GDR Onde. Donc, je vais tenter la manip qui consiste à partager la présentation. Vous me direz si c'est bon. Est-ce que C'est parfait, on voit très bien là. Ok, très bien, voilà. Donc, j'ai un petit peu comme Florence et Loïc essayé de rassembler des éléments. J'ai peut-être plus mis le focus sur des choses relativement récentes, et même des choses vraiment en cours, mais pour vous donner une idée des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, sachant que le Listic a démarré des activités en imagerie radar il y a une vingtaine d'années à peu près, puisque c'est l'époque où je suis arrivé au laboratoire, sur l'aspect multitemporel. Il y avait à l'époque une action du GDRISIS et du PNTS qui est initiée par Henri Maître, comme l'a dit Florence, et qui visait à améliorer les méthodes de traitement dans le domaine de l'imagerie SAR. Et donc, de fil en aiguille, on a progressé et rassemblé des forces qui sont aujourd'hui celles que j'ai mis ici comme co-auteur de la présentation. Sur la première ligne, c'est les membres permanents du laboratoire, donc Abdourahmane Atto, Guillaume Ginelac, Nicolas Méger, Amar Mian, qu'on vient de recruter comme maître de conférence, moi-même, et Yajing Yan, qui est maître de conférence, qui sera HDR d'ici quelques mois. Des doctorants et un post-doctorant, donc Laurent Charrier, Alexandre Hyperferrer qui a fini il n'y a pas longtemps, Sevrat Kaushik et Sylvan Lines qui est un post-doctorant qui vient de THZ, dont je présenterai certains des résultats. Il est là sur un post-doc MOCPA, Make Our Planet Great Again, mais les financements liés de Macron liés au départ des Américains de l'accord sur la planète. Voilà. Et puis, on a aussi, là, j'ai rajouté quelques stagiaires qui travaillent actuellement parce que j'ai pris aussi quelques résultats de leur travail actuel parce que c'est pour donner des pistes vers lesquelles on veut aller. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on est situé sur Annecy. Le laboratoire est sur 2 sites, mais le gros d'effort, c'est sur Annecy. Et l'Université Savoie-Mont-Blanc couvre les 2 départements, Savoie, Haute-Savoie. Et on a quelque part la chance d'avoir un site emblématique à 1 heure de route de chez nous, qui est le massif du Mont-Blanc. Et vous allez voir, ça nous a permis de mener un certain nombre d'expérimentations, notamment pour tout ce qui est l'utilisation de l'imagerie SAR en milieu de montagne et pour l'observation de la cryosphère. Donc, ce sera la deuxième partie de la présentation. Juste pour donner quelques chiffres, alors on est une petit groupe d'enseignants-chercheurs, essentiellement, puisqu'il n'y a que des enseignants-chercheurs chez nous, dont 12 profs et 24 maîtres de conférences, et même pas, à peine 3 personnes de soutien à la recherche. Donc, on tourne autour d'une quinzaine de doctorants, dont des co-tutelles et quelques post-doctorants. Et le laboratoire est structuré en 2 équipes, si on prend le vocabulaire simple. Une équipe qui est autour de tout ce qui est apprentissage, fusion et de la télédétection. Donc, ça s'appelle AFUT, apprentissage, fusion et télédétection, et dont je présenterai donc un certain nombre de travaux. Et on a une deuxième équipe qui est plus au niveau des aspects informatiques, réseau et système, et avec comme domaine d'application le principal, après il y a toujours des applications connexes, mais tout ce qui tourne autour de la compréhension de l'activité humaine. Donc là, on est un petit peu plus loin du sujet d'aujourd'hui. Donc, j'ai structuré la présentation avec trois focus. Un focus sur l'aspect apprentissage en retenant les méthodes plutôt de type apprentissage statistique, sachant qu'il y a aussi des travaux en apprentissage profond, mais que je n'ai pas remis ici puisque on était dans le contexte du GDR Onde et je pensais que c'était plus important d'essayer d'être proche du signal radar, on va dire.
un axe sur la mesure de déplacement à partir des séries temporelles d'images radar. Ça, je pense, c'est vraiment un des points forts du laboratoire depuis une bonne dizaine d'années, depuis un projet qui s'appelait EFIDIR, extraction et fusion d'informations pour le déplacement dans les images radar, où Florence et Laurent ont participé et ont contribué à faire avancer les méthodes. Et puis je finirai donc sur l'aspect cryosphère un petit peu plus spécifique, notamment compréhension de la réponse des milieux neige, névé et glace dans les images radar. Donc sur la première partie, j'ai repris des résultats à la fois en géoradar, enfin GPR pour prendre le sigle anglais, Ground Penetrating Radar, et puis un aspect dans les séries temporelles. Donc pour le géoradar, on a le capteur qui se promène évidemment sur le sol ou un peu en l'air. Là, il s'agit de travaux qui en fait sont liés pour l'utilisation de géoradar sur des drones. Et on a ce type de radargramme en fait. Donc chaque colonne est un ping, la réponse d'un ping qui va évidemment mélanger un petit peu ce qui se passe dans le sous-sol. Et une cible, typiquement ce qui est présent ici, ça va se traduire par la présence d'hyperboles de ce type-là, puisqu'une cible est vue sous différents pings à cause d'une certaine ouverture de l'antenne. Donc ça, c'est une trajectoire et un radargramme et l'ensemble des échos. On pourrait graduer l'axe ici en profondeur ou en temps. En profondeur, si on avait une bonne maîtrise de la célérité, ce qui n'est pas toujours le cas en subsurface. La modélisation qui est faite de ce type de données, c'est typiquement le signal recherché, donc la présence d'échos ou de couches de structures, mais aussi du clutter, donc la réponse globale du milieu, et aussi du bruit. Et les travaux qu'on mène, alors il y en a eu une série menée avec GDF Suez qui est devenue Engie, en collaboration avec notamment Jean-Marie Nicolas à Télécom. On poursuit donc ces travaux en collaboration avec des entreprises plutôt de géologie actuellement pour la détection des structures avec des approches qui sont basées sur l'utilisation de dictionnaires qui viennent d'une modélisation physique de la réponse de cible. Ces dictionnaires, on peut les paramétrer. Vous voyez que ça donne ce type de, on pourrait qualifier d'ondelettes dans les images, mais qui traduisent le phénomène physique. Et avec l'algorithme que Loïc a bien présenté, merci beaucoup, ça me simplifie la tâche. L'idée, c'est d'aller minimiser une fonction de coût pour reconstruire l'image à partir d'un certain nombre de noyaux qui auront été détectés dans les images. Donc, je vais juste illustrer ça derrière. Donc, le modèle est le suivant. Il y a à la fois la réponse d'un certain nombre d'hyperboles dans le dictionnaire qu'on va localiser et aussi le clutter qui va être modélisé à travers une matrice de rang faible. Et on va chercher par ADMM à minimiser une fonctionnelle dont le résultat sera la reconstruction d'une image telle que je vais l'illustrer ici. Donc ça, c'est une donnée de départ. Donc, allez dire combien il y a d'échos, quelles sont les zones géologiquement intéressantes. Ce n'est pas très facile sur ce genre de radargramme. Et après, donc, minimisation et reconstruction, on voit que la méthode est allée chercher quelques cibles dans tout ça et qui sont illustrées ici. Et ce qui permet derrière d'avoir une étape encore, évidemment, après, de finaliser la détection ou d'attirer l'attention du géologue sur un certain nombre de structures présentes et caractéristiques du sous-sol. Je ne vais pas plus loin. C'est des travaux qui actuellement sont menés par Guillaume Ginolac avec Amar Mian et Abdourahman Atto et un stagiaire dont j'ai utilisé ici les résultats. Toujours dans le domaine des approches statistiques, donc si on revient maintenant aux images SAR, un des problèmes qui a déjà été évoqué, c'est évidemment la détection de changements dans ce type de données qui ne répondent pas du tout aux hypothèses gaussiennes classiques. Et donc, les approches qui ont été développées, là, c'est notamment dans un projet ANR Margarita que coordonne Guillaume Ginolac, c'est de la détection et de l'estimation des changements dans un cadre robuste. Où on va aller créer, s'il n'y en a pas, et sinon utiliser la diversité, à la fois spectrale ou angulaire. Si on a des données polarimétriques, on va utiliser évidemment cette source de diversité.
On va traiter donc dans un contexte multivarié avec des estimations de matrices de covariance qui sont autres que la sample covariance matrix habituelle pour avoir quelque chose qui est plus robuste, notamment dans le cadre non gaussien, et en essayant d'avoir un support d'apprentissage le plus réduit possible. Donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur un rapport de vraisemblance généralisé, d'utiliser donc les matrices de covariance estimées de façon plus robuste et d'aller chercher les dates de changement et les performances théoriques de la méthode. Donc, juste une petite illustration ici. Donc, sur 2 images à 2 dates, où on voit que c'est dans des zones où il y a eu un peu de construction qui sont apparues entre les 2 dates. Voilà ce que donnerait ce type d'approche en considérant que les données sont simplement gaussiennes. Et donc, on aurait quelque chose qui serait un bon mélange de bruit, enfin de fausses alarmes et de vraies détections. Et voilà le niveau qu'on aurait avec l'approche robuste. Et puis, bon, derrière, évidemment, les performances dépendent du compromis détection aux fausses alarmes. Mais on a de bien meilleures performances grâce à ce type d'approche. Voilà, donc ça, c'était pour illustrer un axe qui est l'axe détection de changement. Il y a eu d'autres travaux avant, mais j'essaie de caler sur les choses récentes. Maintenant, je vais passer à la partie mesure de déplacement sur les séries temporelles. En donnant un peu d'abord une chaîne de traitement la plus générale, à savoir, on peut considérer qu'on a généralement trois grandes étapes. La première qui est sur le pré-traitement, la sélection des données, le recalage, et là il y a déjà des variantes dans les approches. Est-ce qu'on rééchantillonne le moins possible? Est-ce qu'on, dans le recalage, on rééchantillonne en supposant un mouvement nul et puis il ne reste plus que le mouvement à calculer? Il y a pas mal de variantes et on travaille sur ça actuellement pour essayer de quantifier. Il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à faire comme en optique, à d'abord orthorectifier et puis derrière considérer qu'on a mesuré un déplacement uniquement horizontal, ce qui est... il y a un raccourci là-dedans qui peut être source de mauvaise interprétation, parce que ce qu'on va mesurer, c'est essentiellement du déplacement en ligne de visée ou dans la direction azimutale. Donc, l'aspect pré-traitement est non négligeable parce qu'il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont faites et ça peut fortement conditionner à la fois, évidemment, la qualité du résultat, mais aussi son interprétation en termes de vrais déplacements tridimensionnels. L'étape centrale, bien évidemment, c'est la recherche de similarités par très souvent des techniques de corrélation, corrélation d'amplitude, dans la plupart des cas où on ne peut pas utiliser l'interférométrie, pour trouver par le meilleur offset qui match nos 2 images et en déduire le déplacement entre 2 images. Et puis derrière, il y a souvent une troisième étape qui est un certain nombre, parce que les résultats, vous allez voir, sont loin d'être parfaits, notamment dans les images radar. Et derrière, il y a pas mal d'améliorations qu'on recherche avec des techniques de filtrage, de combinaison de différentes mesures. Et c'est ce que je vais chercher à illustrer le plus ici avec des travaux très récents de Sylvan Lines qui sont basés sur une idée qui consiste à dire que si on est capable d'estimer le déplacement, à ce moment-là, on est capable d'améliorer la résolution. Donc, quand on n'a pas de déplacement, ce qu'a évoqué Florence déjà, c'est l'idée d'aller chercher, de réduire complètement le bruit par moyen-âge temporel. Mais si on a du déplacement, vous voyez sur l'image du milieu, là où il n'y a pas de déplacement, j'ai bien amélioré ma résolution, ou tout au moins j'ai fait disparaître le speckle. Donc, visuellement, j'ai clairement amélioré ma résolution. Par contre, à droite, vous avez un déplacement, là, et même des 2 côtés, mais le déplacement est plus important sur cette partie-là. Et vous voyez que ça fait du flou, parce que le glacier, c'est un glacier, c'est un petit bout du glacier d'Aletsch en Suisse, et le déplacement va introduire du flou. Et l'idée, c'est d'avoir une approche conjointe qui consiste à aller chercher le déplacement en améliorant la résolution de la moyenne temporelle pour arriver à compenser le déplacement quand on fait une moyenne temporelle et obtenir, par exemple, ici, directement le
une image multitemporelle, mais où il n'y a pas le flou du déplacement et où on a une très haute résolution également sur les structures qui sont ici des crevasses liées au déplacement du glacier. Donc, je vais essayer d'illustrer ça. Voilà. Donc ici, la donnée sous-jacente pour obtenir ce résultat, la donnée sous-jacente, c'est un champ de déplacement qui est estimé en même temps avec des vitesses plus importantes dans cette partie-là. Juste pour mieux comprendre le principe et la technique, alors s'il faut rentrer vraiment dans les détails, je vous suggérerais d'abord de voir la publi qui sera faite à IGARS par Sylvain Lines, et sinon ne pas hésiter à rentrer en contact avec lui parce qu'il y a des variantes même de la méthode. Donc là, je présente la méthode de base qui consiste à dire si je ne fais pas d'hypothèse de déplacement, quand je vais faire une moyenne temporelle sur une partie de ma pile et puis une autre partie de ma pile et chercher un déplacement entre ces deux sous-piles, je vais avoir quelque chose qui sera flou avant et après et je ne vais pas du tout accrocher en termes de corrélation. En revanche, si j'ai pu faire une bonne hypothèse de déplacement, si dans ma moyenne, j'ai pris en compte ce déplacement, je vais avoir un signal où le bruit sera nettement plus réduit, ma structure sera beaucoup plus forte. Et là, dans ma première pile, dans ma deuxième pile également, et je vais pouvoir faire une bien meilleure corrélation de mes deux sous-piles. Donc, c'est un petit peu l'idée des techniques aussi d'autofocus, où vous pouvez avoir une voiture qui est nette malgré sa vitesse, alors qu'évidemment, le reste sera flou grâce à la compensation du mouvement dans l'acquisition. Donc ça, avec différentes manières de le mettre en œuvre, on arrive à avoir des résultats absolument magnifiques, donc que Sylvain a mis en ligne aussi. Vous pouvez aller les chercher sur le site de THZ. Alors, j'illustre d'abord simplement ce qu'on verrait avec une petite vidéo de la série temporelle juste en ayant superposé les images. Donc, on perçoit effectivement le flux du glacier, mais on a aussi les forts changements radiométriques et chaque image reste intrinsèquement fortement bruitée. Si on prend le résultat de la technique et qu'on refait la même vidéo avec le filtrage multitemporel et en gardant le mouvement qu'on a obtenu, vous voyez qu'ici, on a à la fois l'image complètement débruitée sur les parties fixes, relativement bien débruitée aussi sur les parties mobiles et dont on peut continuer à suivre le mouvement, puisqu'évidemment, c'est une technique qu'on fait de façon glissante avec les deux sous-piles qui glissent dans la série temporelle. Je la remets encore un coup, tellement c'est joli, puis je vais vous mettre un petit zoom, parce que là, on a à la fois l'aspect vidéo des time series, mais on a en même temps la réduction de speckle grâce à une très bonne estimation du déplacement. La même chose sur un zoom, et vous allez voir qu'on arrive à garder la présence des crevasses. Ah, pardon, je reviens en arrière, fausse manœuvre. J'espère que vous voyez les vidéos quand je clique dedans. Voilà. La même chose sur un petit zoom sur la jonction de ces deux glaciers. Même d'ailleurs, il y en a un petit qui arrive d'ici. Et vous voyez à quel point on est capable de garder toutes les structures qui sont présentes à la surface d'un glacier, toutes les crevasses, tous les alignements de pierres qui sont liés au mouvement et aux chutes de roches, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'était pour montrer qu'on peut faire vraiment, avec du bon traitement, on peut faire de très très belles choses avec l'imagerie radar, et que tous ceux qui nous disent oh, c'est plein de bruit vos images radar, quand ils verront ça, ils auront peut-être envie d'aller plus loin dans l'utilisation de ces données dans des contextes géophysiques notamment. Donc le résultat, en termes par contre, avant c'était visuel, le résultat de façon plus quantitative déjà, même si ici je n'ai pas encore mis d'évaluation de performance, c'est que alors qu'à droite, si on prenait une seule paire d'images, on aurait des champs de déplacement qui seraient à peu près corrects sur les zones où ça bouge assez vite, mais il y aurait pas mal d'endroits où en fait les techniques de corrélation ont beaucoup de mal à accrocher. Il faut déjà des fenêtres relativement grandes, on a beaucoup de problèmes. Et grâce à l'aspect autofocus qui est mis en œuvre dans la technique présentée là, on arrive à beaucoup étendre les zones où on est capable de mesurer les vitesses, en fait, rien que par corrélation d'amplitude, sans interférométrie du tout, sur quasiment la totalité du glacier ici. Voilà. D'autres travaux, toujours sur l'aspect exploitation, compromis, résolution spatiale, résolution temporelle et exploitation des piles. C'est sur l'interférométrie cette fois-ci, donc autre source de mesure de déplacement, évidemment.
où si on a cette fois-ci une série d'interférogrammes, donc de différences de phase 2 à 2 entre images, il y a des interférogrammes où on a bien des franges qui sont liées à un déplacement glacier. Ça devient plus difficile dans certains interférogrammes et quasiment impossible de retrouver les motifs de franges dans d'autres. Et donc, par des techniques basées sur les décompositions en fonctions orthogonales, qu'on peut appliquer, ça c'est des choses qu'on a fait qui sont assez originales au niveau du listique, qu'on peut appliquer directement sur la phase non déroulée, hein, sur les EI-phi ou phi et la phase, on est capable de reconstruire les interférogrammes sans avoir fait de déroulement de phase et d'améliorer notre estimé de phase dans chacun des interférogrammes, chacun des couples. Si on regarde au niveau du résidu, on a bien amélioré les choses. Alors, on peut appliquer la même technique aussi après déroulement de phase, et on voit que en fait, le déroulement de phase sur les images où c'était bon, les interférogrammes étaient exploitables, on y arrivait, mais c'est un peu le point faible de l'INSAR, c'est le problème du déroulement de phase. Dès que ça commence à être trop bruité, on n'arrive plus à dérouler la phase. Donc, on peut appliquer la technique après déroulement de phase, on reconstruit quelque chose effectivement dans la série temporelle, et en fait, ce qu'on propose, c'est d'appliquer 2 fois cette technique, une fois avant déroulement pour avoir une bien meilleure image enroulée déjà sur chaque couple, et après déroulement, et ça donne les résultats qui sont illustrés ici, où on va être capable de suivre la déformation. C'est un petit glacier en Suisse ici. Ça, c'est des travaux de Yajing Yan. Elle a aussi poursuivi donc, sur l'interférométrie, mais elle a aussi fait sur les problèmes de reconstruction des données manquantes dans le cadre de la thèse d'Alexandre Hyperferrer, sur des données manquantes de déplacement liées à la corrélation d'amplitude cette fois-ci, où on a typiquement ce genre de résultat, où il y a beaucoup de trous, de zones où ça ne marche pas bien. Elle a développé donc des méthodes de reconstruction de type expectation maximization, hein, ceux qui sont habitués à l'algorithme M en segmentation d'images, par exemple. L'idée, c'est des méthodes itératives qui vont être capables d'aller reconstruire les parties qui manquent dans les champs de déplacement pour que nos amis glaciologues ils n'aient pas un truc plein de trous et différent d'une estimation à la suivante. Voilà, une illustration de ces travaux-là qui ont été soutenus il n'y a pas longtemps. Je passe maintenant à des travaux qui visent à reconstruire, là, cette fois-ci, les séries temporelles de champs de déplacement qui s'inspirent des approches INSAR. Alors, ça, c'est une thèse, la thèse de Laurent Charrier, qu'on co-encadre avec Élise Konak-Koeniger à l'ONERA et Yajing Yan à Holistic. Et l'idée, c'est qu'on a beaucoup d'endroits maintenant se mettent à calculer plein de champs de déplacement avec des couples. Donc, vous avez pas mal de production massive de champs de déplacement qui sont faits de façon automatisée avec des couples, avec Sentinel, que ce soit Sentinel-1 en SAR ou Sentinel-2 en optique. Et ces séries temporelles, ce n'est pas des séries temporelles justement. Ce qu'on obtient, c'est des couples alors, qui sont faits avec les dates qui sont disponibles. Et il y a un gros chantier aujourd'hui qui est sur l'amélioration et l'obtention véritablement d'une série temporelle, hein, au sens avec un pas d'acquisition de résultats, pour avoir un résultat fiable et continu dans le temps. Donc, on va essayer d'utiliser la redondance de certains couples, on va essayer de compléter par rapport à des données manquantes, et on va essayer de faire ça également dans un contexte multicapteur où on aurait un certain nombre de couples qui viennent de l'imagerie optique, un certain nombre de couples qui viendraient de l'imagerie radar, et intégrer tout ça. Alors, à nouveau, dans une approche qui consiste à établir un modèle direct qui relie les observations, donc tous les couples qui ont été traités, noté Y ici, à notre série temporelle de déplacement, noté X ici. On a en fait un problème inverse, hein, de la forme Y égale à X, plus le bruit qu'on va chercher à minimiser. On peut même étendre en rajoutant une combinaison de ce qu'on cherche dans une formulation plus générale. Et donc, ça, c'est des choses relativement récentes qu'on est en train de faire dans la thèse de Loran et qui vont permettre de maximiser l'utilisation des observations pour cette reconstruction. J'illustre un tout petit peu ici ce que ça donne sur un glacier qui est dans l'Himalaya cette fois-ci, sur lequel il y a ce qu'on appelle une crue glaciaire, surge en anglais, où il y a eu une véritable accélération pendant un an, puis après, ça se calme, et puis au bout d'un certain nombre d'années, à nouveau, il y a une forte accélération. Et donc, l'idée, là, c'est d'essayer
de trouver un bon compromis. Plus on fait des observations avec un pas de temps court, plus ces observations sont bruitées, et de trouver le bon pas de reconstruction à partir de tout un ensemble d'observations. Et on a en bleu les résultats qui sont relativement régularisés, d'autant plus régularisés évidemment qu'on a pris un pas de temps important. Et on a aussi la capacité de reconstruction sur les périodes manquantes, qui apparaît assez clairement ici, grâce à la combinaison d'observations. Là, cette fois-ci, on a aussi cherché à montrer un petit peu comment quantifier les performances. Sachant qu'on n'a pas de vérité terrain, on n'a pas un beau réseau de GPS sur un ensemble de points sur le glacier, c'est des choses qui sont absolument impossibles à maintenir. Donc, on peut s'intéresser à l'évaluation de la performance, d'une part sur les zones stables, parce que là, pour le coup, la vérité, on l'a, c'est 0. Et on constate, donc, ici, vous avez en bleu les résultats par notre technique, et en jaune, en orange, les résultats qu'on a en prenant les mêmes bases de temps, simplement sans l'inversion. Et vous voyez qu'on se rapproche d'une erreur. Alors là, ici, ça doit être du mètre par jour, relativement acceptable. Ça dépend de la vitesse du glacier à mesurer, évidemment. Au bout, sur des coupes typiquement à 36 jours, on a atteint un très bon résultat. L'autre zone, l'autre type de zone, évidemment, qui sont celles sur lesquelles on veut faire les mesures, c'est les zones qui sont en déplacement. Et là, comme critère d'évaluation de performance, on peut prendre ce qu'on a proposé avec Amaury Dehec il y a un certain temps sur ce qu'on appelle le Velocity Vector Coherence. L'idée vient de l'INSAR, en fait, c'est d'aller faire l'équivalent de la cohérence, sauf qu'on ne fait plus le produit, mais on a bien un vecteur qui est les deux composantes de la vitesse qu'on a estimée, qui serait l'équivalent, si on divise par sa norme, on a l'équivalent de ce qu'on aurait comme phase en INSAR. Et si on moyenne ça, eh bien, sachant que la direction d'écoulement elle est normalement stable dans le temps, on va moyenner ça au cours du temps, puis on va regarder ce que ça donne. Cette quantité-là devrait être proche de 1 si tout se passe bien, et elle décroît si en fait on a des estimés qui fluctuent énormément, des outliers, et ainsi de suite. Et donc là, ici, c'est un peu le contraire, hein, c'est-à-dire que plus on est proche de 1, mieux c'est. Et on voit, c'est pareil, que si on veut aller vers des pas de temps relativement courts, grâce à l'inversion, la technique d'inversion proposée, on arrive à bien augmenter ce critère de qualité, même sur les pas de temps relativement courts. Après, plus on est loin, plus en fait, ça devient moins nécessaire, mais si on veut avoir une vision fine de ce qui se passe, il faut essayer de venir vers les pas de temps courts. Voilà. J'espère que je ne suis pas en train d'exploser l'heure, Laurent, il faut me le dire. J'ai juste encore quelques petits résultats, mais sur lesquels je peux aller plus vite. Oui, vas-y, présente. Alors là, on est plus dans de la collaboration avec des collègues du monde de la glaciologie, ou notamment le laboratoire EDITEM à l'Université Savoie-Mont-Blanc, et avec donc des collègues qui s'intéressent. Alors, on a fait... dans le projet EFIDIR, notamment, on avait fait un certain nombre de résultats sur les grands glaciers, qui sont des glaciers de fond de vallée. Les résultats que j'ai montrés là sur le glacier d'Alège, c'est quand même des gros glaciers qu'on observe assez classiquement et depuis longtemps dans beaucoup de laboratoires, et puis dont les nôtres pour l'aspect imagerie. Par contre, il y a un certain nombre de petits glaciers qui sont ce qu'on appelle les glaciers suspendus, dont vous avez une illustration ici avec un zoom. Donc, ils sont des glaciers qui restent accrochés à la paroi et qui ont perdu la connexion avec le glacier de fond de vallée. Et ils ont quand même encore un petit mouvement lié au fluage notamment, où s'ils se mettent à se décoller, ils vont avoir un mouvement plus important. Et ça, c'est une source de risque très, très forte. Donc, on s'intéresse à ces glaciers suspendus, et puis on s'intéresse aussi à ce que les gens appellent en anglais ice apron, qui sont des couvertures glacionivales en français. Il n'y a pas d'équivalent de ice apron à ma connaissance, qui sont des plaques de neige transformées en glace qui, elles, sont complètement collées à la paroi, mais qui ne bougent pas. Ça va être la différence entre les deux. Et ces plaques-là peuvent, si elles croient, peuvent devenir des hanging glaciers, ou elles peuvent, au contraire, les hanging glaciers deviennent complètement des ice aprons si ça s'arrête de bouger complètement et c'est en train de disparaître. Dans ces glaces-là, il y a des glaces qui sont très, très vieilles historiquement, donc qui présentent aussi un intérêt pour la reconstruction du climat, pour un certain nombre de choses.
on a des collègues qui s'intéressent à ça et nous, on essaie de relever le challenge qui consiste à apporter la vision de nos images SAR sur l'évolution de ces deux types de zones englacées en très haute montagne, et on est sur des zones de très forte pente. Donc, ces travaux sont faits avec un doctorant, Subrat Kaushik, et avec comme co-encadrant de thèse les 4 personnes qui sont là, dont Ludovic Ravanen et Florence Magnien, qui sont du laboratoire Editem. Alors, deux directions d'observation dans les images radar. La première consiste à observer l'évolution de la radiométrie, notamment en bande X, où on a des belles séries d'images TerraSAR il y a une dizaine d'années et PAS depuis plus d'1 an maintenant. Donc, c'est des travaux qui commencent tout juste. Donc, je vous mets juste quelques courbes pour vous donner une idée. On est plus sur l'aspect phénoménologique, observation de où est-ce qu'on pourrait trouver l'information. On ira plus sur du traitement d'images automatisé une fois qu'on aura bien défriché le terrain avec la connaissance physique qui va avec. Donc là, vous pouvez observer assez clairement, en fonction des altitudes simplement, sur 19 ISAPRON, le comportement de la radiométrie dans les données PAS sur une des 2 orbites pour lesquelles on a des données. Avec notamment ce décrochage qu'on a en été lié au fait que la neige devient humide ou alors carrément disparaît et ça devient une surface relativement lisse qui est observée. Donc ce décrochage, on voit qu'il commence à se produire plus tôt suivant certaines altitudes. Et donc on a sur certains un peu de variabilité, à certaines altitudes on a plus de variabilité qui peut être liée notamment à l'orientation des glaciers ou à leur pente. Donc, on va chercher à faire du clustering là-dedans sur ces profils temporels. Maintenant, ce qui est intéressant, enfin, ce qu'on cherche à regarder, c'est aussi s'il y a des changements par rapport à il y a une dizaine d'années, puisqu'on avait 2 séries TerraSAR-X en 2009 et en 2011. Notamment, une des séries est exactement sous le même angle. Les caractéristiques sont très, très proches. Et si on regarde sur une douzaine de glaciers, on a des glaciers pour lesquels on a nos profils temporels sur la partie de l'année où on peut bien observer, on va dire de mai à novembre, qui sont extrêmement proches. On a vraiment, c'est de la radiométrie moyenne après calibration. Et donc, on peut se dire, effectivement, il y a une bonne continuité des 2 satellites et pas beaucoup d'évolution. Et sur d'autres, par contre, on a des évolutions relativement significatives. Donc, après, il faut aller chercher avec les glaciologues, avec les données climatiques et ainsi de suite, pour mieux interpréter ces évolutions. Et les 4 qui sont en rouge là, il y a vraiment quelque chose qui n'est plus pareil à 10 ans d'intervalle dans l'évolution de la radiométrie. Ça peut être lié simplement au climat à l'été 2020, mais il peut y avoir aussi des phénomènes, notamment de réduction des surfaces ou d'apparition de structures qu'il n'y avait pas avant. Un autre axe, c'est de la comparaison entre la bande C et la bande X. Alors là, on n'a pas tout à fait la série annuelle pour la bande C, puisque c'est des données qui nous ont été fournies par le Centre d'études de la neige, Fatima Karbou au CEN. Et l'idée, c'est de travailler dans un projet qui est financé par le CNES, réponse à un appel TOSCA, sur la réponse de la neige et de la glace. Et donc là, on voit notamment qu'en bande C, on va le décrochage de la radiométrie en été, il va apparaître plutôt en bande C qu'en bande X par rapport à un ensemble, disons par rapport aux zones qu'on étudie en tous les cas. Il y a une différence relativement significative. Il faut qu'on complète évidemment avec la fin de la saison et puis sur plusieurs années, puisqu'on a aussi les données sentinelles sur plusieurs années. La comparaison, elle va être quand même limitée dans le temps avec les données PAS, puisqu'on a essentiellement 2020-2021. Voilà. Ça, c'est l'axe radiométrie. Et dernier axe, je finis avec des choses extrêmement récentes pour le plaisir d'en parler et puis le plaisir des images. C'est l'utilisation de coins réflecteurs. Alors ça, ce n'est pas récent en soi, mais on s'est dit que ce serait très intéressant d'aller essayer de mesurer le déplacement de ces tout petits glaciers suspendus en y introduisant des cibles artificielles, au moins une sur chaque angle de visée. Donc, on a préparé ça avec des coins réflecteurs qu'on a d'abord testés dans la vallée. Donc, ça marche bien. Ils sont normalement ils sont visibles aussi bien en sentinelle qu'en PAS. Donc, vous avez une illustration ici du pic lié au coin réflecteur dans les 2 géométries.
Le problème, évidemment, c'est que si on veut observer des choses en haute montagne, eh bien, on a de la neige. Et vous voyez là sur la comparaison, avant neige, on avait bien le pic. Et après neige, eh bien, on a tout perdu dès que ça commence à se remplir de neige qui se densifie à l'intérieur. Donc la solution, ben, c'est de couvrir les coins réflecteurs pour faire en sorte que dans le plus longtemps possible, tant qu'ils ne sont pas complètement enfouis, on arrive à garder une réponse. Et on a pu tester que grâce à le type de couverture qu'on a adopté, on maintient bien la réponse. Malgré la couverture du coin réflecteur, on a très très peu perdu. Donc ça, c'est une évolution, un pas en avant pour pouvoir les utiliser dans un contexte donc, de très haute montagne et de neige. Et on a, il n'y a même pas une semaine, donc passé la phase suivante, parce que les épisodes météo n'ont pas permis de faire ça plus tôt, à une installation de 2 coins réflecteurs fixes à côté de l'aiguille du Midi, pratiquement à 3800 mètres, et 2 coins réflecteurs dans un glacier suspendu qui s'écoule à proximité de l'aiguille du Midi, qui s'écoule dans la direction de la vallée de Chamonix avec une pente très très forte. Donc ça date du week-end dernier, donc j'ai évidemment pas encore de résultats, mais l'idée c'est d'exploiter ça pour aller chercher à voir les petits phénomènes d'accélération qui peuvent être notamment source de risques dans ce type de glacier et montrer que avec des coins réflecteurs notamment, on peut avoir un système de surveillance. Voilà, j'ai juste ici repris quelques conclusions. Donc sur l'aspect machine learning, que ce soit sur les données GPR ou sur des données SAR, il y a des cadres statistiques qui permettent d'aller faire des choses relativement robustes en détection de changements ou d'objets enfouis. Sur l'aspect mesure de déplacement, ben, vraiment le message fort, c'est d'aller chercher souvent, les gens ont eu tendance à sacrifier la résolution spatiale. En fait, on peut tout à fait aller gagner en résolution spatiale grâce à l'axe temporel tout en mesurant le déplacement. Et ça, je pense qu'il y a quand même quelque chose de relativement fort là-dedans. La capacité à reconstruire les données manquantes et à bien combiner tous les couples, les masses de couples de champs de vitesse qui sont produits à travers la Terre, dans plein de centres, il y a ça maintenant, et arriver à les combiner pour avoir des belles séries temporelles exploitables par les glaciologues notamment. Et puis, voilà, poursuivre les travaux sur la compréhension de cette rétrodiffusion des milieux neige, névé, glace, qui reste un domaine où la connaissance a encore à progresser. Et puis, nous, on cherche à le faire en collaboration avec des gens qui font évidemment la partie glaciologique et en collaboration aussi avec le CEN pour la neige. Voilà, merci. J'ai mis quelques références s'il y a des personnes intéressées pour plus d'informations. Merci Emmanuel pour cette présentation aussi très variée. Alors, j'en ai lu un petit commentaire de Hubert qui dit que lui aussi a eu des problèmes similaires à ceux que tu as mentionnés avec les trièdres. Ils ont dû, il est intéressé par cette manip de couverture des trièdres pour éviter que l'action de la glace et de la neige fasse qu'on ne voit plus grand-chose au cours de la saison. Ben, on peut approfondir après très volontiers et retracer tout ce qu'on a fait. C'est de la recherche ouverte, il n'y a pas de souci. Et on apprendra très volontiers de toutes les expériences, notamment les techniques pour aller rechercher le bout d'avion. Là, c'est absolument fantastique ce que vous avez réussi. Oui, c'est une œuvre d'art. Oui. Peut-être une petite question. Quel est ton avis un peu sur l'utilisation de la polarisation au cours du temps pour des applications liées à l'observation des glaciers? Est-ce que c'est... Parce qu'on voit qu'il y a de l'information, mais quelquefois c'est un peu perturbateur. Quel est ton avis là-dessus? C'est clair qu'on voit qu'il y a de l'information. Il y a sans doute un certain nombre de choses qui peuvent être faites sur la détection de la neige humide par rapport à la neige sèche ou le suivi de la transformation de la neige. En gros, il y a deux mondes dans lesquels il y a de la modélisation à faire. Et quand on empile les modèles, mais tu le sais bien pour avoir encadré des thèses dans ce domaine-là, quand on empile les modèles et les imperfections de nos modèles, ça reste encore vraiment du domaine de la recherche.
il y a le monde de la réponse ou de la modélisation électromagnétique pour modéliser cette réponse de ce milieu qui se transforme et qui est extrêmement compliqué, hein, qui est stratifié dans le cas de la neige qui se transforme en fonction des différentes couches qui sont venues s'empiler en dessous de la glace elle-même. Donc il y a ce milieu-là, et puis il y a je suis désolé, je perds mes moyens. Il y a le milieu de la transformation, donc l'électromagnétique de notre côté et sa traduction dans les images, donc toute la polarimétrie, hein, tout le savoir-faire en polarimétrie. Et puis, il y a le milieu de la physique de la neige elle-même, avec des modèles de transformation de la neige qui sont développés par Météo France, par un certain nombre de partenaires, mais qui sont des modèles pour lesquels les tentatives d'assimilation, d'observation pour les faire évoluer, ces modèles, ils sont eux-mêmes nourris généralement par des modèles météorologiques, donc de température, de pression, et donc tout ce qui est modélisation, on va dire, de la physique de l'objet observé, qui est la neige, et lié à la météo et autres, et de l'autre côté, tout ce qui est modélisation de la réponse électromagnétique de ces milieux-là, ben, ça fait deux choses à empiler qui font qu'aujourd'hui, la polarimétrie est clairement un des axes pour arriver à mieux comprendre ce qui se passe et mieux le caractériser pour prédire le remplissage des zones de rétention d'eau pour les stations ou pour EDF, par exemple. Il y a beaucoup de choses à faire derrière et ça reste très, très ouvert. Avec de l'expérimentation terrain pour te renvoyer la balle avec des petits radars in situ. Ouais. Non, mais comprendre ce qui se passe avec des profils stratigraphiques et des choses. Répondre à ces questions. C'est vraiment surprenant qu'un milieu aussi simple ait des réponses aussi variables. Je me souviens, vous aviez analysé avec Jean-Marie Nicolas des images radar du glacier d'Argentière qui est tout plat, mais avec le layover, on voyait des choses apparaître, des crevasses, des signatures polarimétriques tout à fait surprenantes. Ouais. Ok, écoute, je te remercie, Emmanuel. Et puis, on va peut-être s'arrêter là pour la partie liée à cette matinée. Et je donne rendez-vous à tous les intervenants et tous les gens qui souhaitent participer ou assister aux présentations cet après-midi à 13h30. On commencera par une autre thématique liée à l'imagerie computationnelle. Donc, là, on change complètement de domaine. Hein. On ne mesure plus à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur des choses, des ordres ou des cibles, des environnements assez complexes et qu'on cherche à caractériser soit de façon très précise, soit de façon très rapide, avec des mesures originales, donc une autre approche de l'imagerie. Donc, je voudrais remercier les orateurs, oratrices de ce matin qui ont vraiment fait voir ce qu'on peut faire avec un radar. Comme tu disais, Emmanuel, je vous avais bien répondu aux gens qui trouvent que le radar est trop bruité et trop difficile à analyser. Finalement, on est capable de faire des choses intéressantes et faciles à interpréter visuellement.